Alors que les libéraux sont en caucus, on se demande qui va prendre la relève au Parti libéral du Canada. Et c'est pas une petite course au leadership, là. C'est-à-dire l'aspirant qui va devenir chef du Parti libéral du Canada, quelque part au début du mois de mars, va devenir le même jour premier ou première ministre du Canada. Vous allez me dire peut-être pour une courte période, quelques mois seulement, parce que là, les élections vont arriver tout de suite. Mais quand même, dans l'histoire, va être inscrit comme l'un des premiers ministres du Canada. J'ai préparé un peu le portrait là, des principaux aspirants. Je vous le livre tel que je le vois, tel que je le pense, leurs forces, leurs faiblesses. Je vous parle un peu de leur curriculum vitae. Vous les connaissez pas nécessairement tous. Donc, allons-y avec le premier nom qui est apparu tout de suite au début de la course. C'est celle qui était ministre des Finances, le Chrystia Freeland. Son curriculum vitae. Mme Freeland a 56 ans. Elle est graduée en études slaves. Là. C'est une spécialiste. Elle a fait des études russes, des études sur les pays de l'Est, donc les pays de culture slave, donc politique, histoire de ces pays-là. Et ensuite, elle a travaillé comme journaliste, éditorialiste, auteur. Donc, elle a travaillé vraiment dans le monde des médias, des postes prestigieux d'ailleurs. Elle est ministre depuis 2015, depuis que M. Trudeau est premier ministre. Et donc, elle est ministre des Finances démissionnaire. Vous vous en souvenez, juste avant Noël, elle a refusé, là, parce qu'elle n'était pas d'accord avec les dernières mesures, puis le chèque de 200$, puis le crédit de TPS. Elle a refusé de déposer là, la mise à jour économique du gouvernement. Il a démissionné. C'est peut-être ce qui a propulsé le départ, d'ailleurs, de M. Trudeau. Force et faiblesse, en ce qui me concerne, de Chrystia Freeland. Du côté des forces, c'est une figure connue, là. Après Justin Trudeau, dans le gouvernement, peut-être une des 2 ou 3, sinon la figure la plus connue. Et elle a une connaissance des dossiers. C'est-à-dire, elle a été au cœur de tous les grands dossiers du gouvernement. Donc, les dossiers du gouvernement du Canada, ce qui est sur la planche à dessin du gouvernement, elle le connaît déjà. Du côté des faiblesses, personnellement, je trouve qu'elle a un assez faible charisme. Sans méchanceté, je disais à la blague, des fois, sa voix, c'est peut-être encore pire en français. On a l'impression que c'est la voix du GPS là, qui nous dit « tourne à gauche, tourne à droite ». Là, c'est pas, ça touche pas direct au cœur, mettons. Là. Et elle a été associée. Ça, pour moi, c'était une chose à surveiller. Les partis d'opposition, mettons que c'est Chrystia Freeland, les partis d'opposition vont taper sur le même clou tout le temps. Ils vont dire « Ah, mais là, Justin Trudeau ou elle, c'est la même chose. Elle a été associée à toutes les actions, à toutes les décisions de Justin Trudeau depuis le début de son mandat. Autre candidature, c'est François-Philippe Champagne. Dans son cas, c'est peut-être le seul de ceux que je vais vous présenter qui s'est avancé là, à dire « je suis intéressé ». Encore hier, ce matin, il parle quasiment comme s'il était déjà un candidat. Son âge n'est pas dur à retenir pour moi. On a quelques jours de différence, je pense. 54 ans. Il est un peu plus jeune que moi, là. Quelques jours plus jeune que moi. Avocat en droit des affaires. Il a eu une brillante carrière là, dans le monde économique, dans le monde des affaires et dans le monde économique. À l'échelle internationale, il est en Europe, entre autres. Il est ministre, lui, depuis 2017. Ministre présentement, là, il est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Il a été un acteur clé, par exemple, pour aller chercher Nordvolt qui devait s'établir aux États-Unis, pour aller le chercher, l'amener au Québec. Bon, ça n'a peut-être pas tourné comme on espérait, mais quoi qu'il en soit, quelles sont les forces, les faiblesses de François-Philippe Champagne? Du côté des forces, c'est clairement l'économie. C'est pas banal comme force, parce que, tu sais, des fois, les balanciers reviennent. Et avec Justin Trudeau, là, le balancier pour l'économie, c'était personnellement faible. Puis je parle de peu intéressé. M. Trudeau est quelqu'un de peu intéressé par l'économie. Alors là, tu auras un premier ministre beaucoup plus économique, un chef de parti beaucoup plus économique, et c'est un type très chaleureux. Là. Quelqu'un disait cette semaine, c'est un gars qui est facile à aimer. Et moi, je l'ai vu aller, je me souviens, au Festival de Saint-Tite, qui est dans son comté. Son contact avec les gens, sa capacité à aller vers la population, serrer des mains, jaser avec le monde, c'est un homme de contact humain. Du côté des faiblesses, lui aussi, là, associé à toutes les actions de Justin Trudeau, il est là depuis le début. Là. C'est quelque chose qui lui vient. Peut-être un peu moins que Mme Freeland, un peu moins directement associé, un peu moins proche. Et bon, quand je dis Québécois francophone, c'est pas que je pense que c'est une faiblesse d'être un Québécois francophone. C'est cette règle de l'alternance. Justin Trudeau était un Québécois francophone et traditionnellement, tu sais, un Québécois francophone, un Canadien anglais, un Québécois francophone, tu sais, c'est un... Bon, il y a eu Jean Chrétien puis Paul Martin, là, tu sais, il y a eu cette alternance, c'est pas absolu, c'est pas une règle, c'est pas écrit nulle part, c'est une habitude, c'est une tradition dans les partis qui fait qu'à mon avis, Mme Mélanie Joly, François-Philippe Champagne,
ils partent avec ça. Là. Le parti vient de vivre plus de 10 ans avec un chef qui était un Québécois francophone. Autre candidat, vous en entendez parler, Christy Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique. Donc, 59 ans, des études en sciences politiques. Elle en a fait ici, en Europe aussi. Elle a passé, essentiellement toute sa vie en politique. Elle a travaillé dans les cabinets, elle a été élue jeune, mais elle a passé essentiellement toute sa vie dans le monde politique. Première ministre de la Colombie-Britannique de 2011 à 2017, avec Pauline Marois, je pense que c'est les premières femmes là, qui ont dirigé des provinces au Canada. Forces et faiblesses, du côté des forces, bien, elle n'est pas du tout. C'est vraiment pour moi sa force numéro 1. Elle n'est pas du tout associée à l'ère Trudeau, pas du tout mêlée au Parti libéral durant ces années-là. Donc, elle serait inattaquable. Si tu veux un Parti libéral qui se présente comme le changement, là, comme un changement, même s'il y a une continuité, c'est le même parti, c'est elle. Et elle a beaucoup d'expérience politique. Elle a vraiment l'expérience politique, malgré qu'elle n'est pas associée à l'ère Trudeau. Elle a pris son expérience politique ailleurs. Elle est pugnace. Respect des provinces. Elle était premier ministre d'une province qu'on a reproché aux libéraux d'être centralisateur. Donc, elle amène vraiment un virage un peu plus à droite, parce que les libéraux de Colombie-Britannique, c'est quasiment des conservateurs. Là. C'est un peu plus à droite. Donc, elle amène ça. Du côté des faiblesses, évidemment, elle a une faible connaissance des troupes libérales. Elle, alors que tous les autres là, connaissent les députés du caucus, elle en connaît peut-être quelques-uns personnellement, mais elle vient de l'extérieur, donc elle n'a pas la même connaissance des troupes libérales. Et elle a une faible notoriété. Elle est très connue en Colombie-Britannique, mais hors de sa province, c'est pas tellement connu. Et donc, dans une courte course, elle partirait de loin là, pour se faire connaître. Candidat dont vous entendez le nom, gouverneur de banque, là, prestigieux au niveau économique, Mark Carney, son curriculum vitae. M. Carney a 59 ans. C'est un PhD en économie. Il a un docteur. Il a un doctorat en économie. Écoute, ses études, c'est prestigieux. Là, Harvard, toutes les grandes universités. Des postes importants dans le monde de la finance, les plus grandes entreprises financières, Goldman Sachs et autres, jusqu'à devenir le gouverneur de la Banque du Canada. Donc, celui qui fixe la politique monétaire, les taux d'intérêt. Et de gouverneur de la Banque du Canada, il a été recruté pour être gouverneur de la Bank of England, donc de la Banque d'Angleterre. Donc, c'est évidemment des postes là, très hautement prestigieux. Et là, plus récemment, il a été nommé conseiller économique du gouvernement Trudeau. Ça, si vous voulez mon avis, ça n'a pas été bien bon pour lui. Ça fait juste l'associer maintenant au problème du gouvernement Trudeau. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Il voulait se rapprocher du Parti libéral parce qu'il a ce rêve depuis un certain temps de devenir chef du Parti libéral et premier ministre du Canada. Ses forces, donc un curriculum vitae impressionnant, la compétence économique, je le disais, là, on part d'un Justin Trudeau peu intéressé par l'économie, peu ferré en économie aussi. Et là, ça serait pour le Parti libéral un retour à vraiment jouer la carte économique. Du côté des faiblesses, moi, ce qui me concerne, M. Carney, il serait à risque. Il n'a aucune expérience politique, serait en danger. Imagine un débat avec Pierre Poilievre. On s'entend que Pierre Poilievre, c'est pas un débutant dans les débats. Là. C'est quelqu'un d'assez mordant, d'assez acerbe en débat, ce qui pourrait là, trancher en petite rondelle dans un débat politique, même si Carney a les compétences, les connaissances d'un dossier. Des fois, c'est dans la forme. En débat, tu peux te faire trancher à rondelle. Et il y a toute cette image d'une élite. Là. Autant c'est un curriculum vitae impressionnant, une vie dans le monde de la finance, des banques centrales. C'est ce qu'on reproche parfois, ce que certains conservateurs reprochent aux libéraux d'être une élite. Lui, cette image-là lui colle à la peau. Alors, est-ce qu'il se présente comme un homme? Tu sais ce que je disais de François-Philippe Champagne. Si tu prends Mark Carney puis tu le descends dans la rue au Festival de Saint-Tite, est-ce qu'il va avoir la même connexion avec la population? Peut-être qu'il pourrait nous surprendre. Des fois, les gens, on les connaît pas et sont super chaleureux. Mais ça me vient pas, mettons, au premier abord, ça me vient pas ou ça me frappe pas. Alors, il y a d'autres candidats, d'autres noms à surveiller qui pourraient peut-être devenir des joueurs importants dans la cour de course. Mélanie Joly vient de dire, on va vous le faire entendre dans quelques instants, vient de dire qu'elle est en réflexion. Il y a Anita Anand. Elle se prépare tellement qu'elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle se préparait trop avant même que Justin Trudeau soit parti il y a plusieurs mois. Steve McKinnon, c'est l'actuel ministre du Travail. Il a fait partie, beaucoup parler de lui l'année passée à cause de toutes les grèves à Post Canada, puis les trains, puis les ports. Mais lui, c'est un vrai libéral, un ancien président du Parti libéral du Canada. Donc, ça pourrait l'aider. Il y a un fort
sais, dans le Parti libéral, il y a un fort historique. Jonathan Wilkinson, le ministre de l'Environnement, donc c'est d'autres noms. Lui aussi a dit ce matin être en réflexion. Si vous voulez mon avis, il part de plus loin. J'avais mis Dominique Leblanc, qui est aussi un rassembleur dans le parti. C'est le premier. Là. On peut mettre un X parce qu'il n'est pas intéressé. Il l'a dit ce matin. Il reste ministre des Finances. Il vient d'être nommé là en remplacement de Mme Freeland. Il reste à sa place. Il ne veut pas devenir chef. Concluons avec Mélanie Joly. Il y a quelques minutes à peine à l'entrée du caucus, elle s'est exprimée sur l'état de sa réflexion. Au cours des derniers jours, j'ai reçu beaucoup d'appui partout à travers le pays. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont écrit, particulièrement au Québec. En même temps, j'ai eu plusieurs rencontres avec mon équipe de proches conseillers, et je continue ma réflexion. Et je suis très au courant que la relation avec les Américains, présentement, elle est très difficile. Et dans les circonstances, j'ai à cœur mon travail comme ministre des Affaires étrangères, donc je vais poursuivre ma réflexion. Est-ce que vous devriez laisser votre poste de ministre pour faire campagne? Parce que là, ça créerait un trou, à ce moment-là, à un moment critique. Ça, ce sera au premier ministre et au parti à décider, mais ça fait partie aussi de ma réflexion. Qu'est-ce que vous pensez, M. Trump? Vous voulez demeurer ministre tout en faisant la course, là, si je comprends bien. Je n'ai pas répondu à cette question-là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le fait que les libéraux tirent de l'arrière dans les sondages, on parle de 20-25 points de retard, est-ce que c'est un facteur pour vous? Est-ce que vous vous dites, je serais peut-être mieux d'attendre une prochaine fois? Non, moi, je pense que présentement, les Canadiens, là, ils sont inquiets de ce qui se passe avec la relation avec les États-Unis. Ça crée beaucoup d'anxiété à travers le pays. Les commentaires du président élu sont complètement inacceptables. Et donc, dans les circonstances, ils cherchent du leadership. Puis, ils ne veulent pas un gouvernement laquais comme le gouvernement potentiel de Poilievre face aux Américains. Croyez-vous que les règles de leadership devraient être changées? Beaucoup de gens commencent à parler d'un takeover des trop pro-palestiniens dans la course au leadership. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette réflexion, cette discussion? Moi, je pense que dans notre démocratie, les partis politiques ont un rôle à jouer, d'établir des règles qui font en sorte qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère, puis que ultimement aussi, les membres du parti ont un rôle à jouer dans la suite des choses. Puis moi, je ne fais pas partie de l'exécutif du parti, mais j'ai confiance que les gens qui sont au Conseil national du Parti libéral du Canada vont prendre des mesures. Pour revenir au propos de M. Trump, à quel point on doit le prendre au sérieux? Quand on entend le président élu, le prochain président dire qu'il veut annexer le Canada, c'est une menace grave. Lorsque le président Trump parle, on doit le prendre au sérieux. Ne pas le prendre au sérieux, c'est sincèrement démontrer une insouciance. Maintenant, il ne faut pas tomber dans son piège. Et donc, c'est pour ça que nous, on va continuer à se défendre, on va continuer à démontrer qu'on a une économie forte, que notre monde est fort, puis jamais on va tomber face au même.